Hier avait lieu le 10e anniversaire du Forum fiscal mondial de l'OCDE. 70 ministres ont fait le déplacement, pour le coup, venus de 131 pays et donc étaient présents au siège de l'OCDE. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Est-ce qu'on peut dire que la lutte contre l'évasion fiscale, maintenant qu'on est 10 ans après, est-ce qu'elle est efficace depuis 10 ans? Est-ce que l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux, est-ce qu'il a vraiment diminué? On se souvient de la phrase, la sortie, l'assertion de Nicolas Sarkozy à l'époque, la sortie du G20. C'est terminé, les paradis fiscaux, c'est fini. C'est fini. Alors, il a dit ça un peu rapidement, l'ancien président de la République française, parce qu'en 2009, les paradis fiscaux étaient loin d'être à terre. C'est beaucoup plus le cas aujourd'hui, et c'est important de le dire, car le travail qu'a mené l'OCDE depuis 2009 est absolument considérable et passe encore étonnamment assez sous le radar de l'opinion publique, qui est bien davantage influencée par la communication des ONG, notamment. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Souvenez-vous, on est en pleine crise financière. Les États se retrouvent à devoir financer leur secteur bancaire, notamment à coups de milliards, à sauver les banques à coups de milliards, tout en faisant face à un effondrement de la croissance et donc de leurs recettes fiscales. Donc ils décident à ce moment-là, dans cette nouvelle enceinte qu'est le G20, d'aller chercher les fonds qui s'étaient accumulés depuis quelques décennies dans les paradis fiscaux. C'est là que l'OCDE intervient pour lancer un programme qui s'appelle BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, de lutte contre l'érosion des bases fiscales. Et en moins de 10 ans, l'OCDE a réussi à mettre en place une sorte de plateforme internationale, un système d'échange international entre les administrations fiscales de plus de 130 pays qui aujourd'hui s'échangent automatiquement des informations sur les citoyens étrangers, sur leur sol en quelque sorte. Et ça, c'est une révolution. Donc le secret bancaire, c'est vraiment terminé, à part... C'est ce que disait en tout cas André Gouria, le secrétaire général de l'OCDE, hier. C'est vrai parce qu'on a le sentiment que, alors je ne sais pas si ça a une apparence, mais maintenant ce sont seulement des contrées lointaines, on va dire, qui pratiquent le secret bancaire. J'ai vu le Guatemala, le Kazakhstan, Trinidad et Tobago. Et donc, il faut être un peu accroché si on veut mettre ces fonds dans ces pays-là qui ne sont pas forcément les plus sécurites. On a repoussé les frontières du secret bancaire. Il n'a pas disparu, bien évidemment, mais on a nettement repoussé les frontières du secret bancaire. Quelques chiffres, depuis la mise en place de ce programme de l'OCDE, il a fallu des années de négociations au niveau international au sein de l'OCDE pour le mettre en place. Ce système de BEPS n'est appliqué que depuis le début 2018, Exactement. ce système d'échange automatique. Que s'est-il passé depuis? On a passé au peigne fin. Les administrations fiscales des pays ont passé 50 millions de comptes bancaires offshore au peigne fin. Ces comptes qui n'étaient pas tous frauduleux, totalisent 5 000 milliards d'encours qui n'étaient pas forcément frauduleux. Ces comptes peuvent être tout à fait... Vous pouvez avoir un compte en banque à l'étranger qui est déclaré auprès de votre administration fiscale, il n'y a aucun problème. Mais on savait par exemple qu'un tiers de ces 5 000 milliards était du cash, du pur cash. Bon, ça peut être un indice. Et puis surtout, ces examens ont permis aux États de récupérer, c'est ce que vous indiquiez en début d'émission, plus de 100 milliards, non pas de dollars, mais d'euros, 102 milliards d'euros. C'est le dernier chiffre mis à jour par l'OCDE, collecté en impôts et en redressement suite à ces échanges d'informations. Alors, il reste encore du boulot. Mais on dit que c'est quoi, juste 100 milliards d'euros, encore une fois, de recettes supplémentaires, d'impôts supplémentaires? On se dit que c'est à l'échelle du monde, dont 10 milliards. 10 milliards pour la France, 9 milliards pour la France. Mais on se dit qu'à l'échelle du monde, c'est une goutte d'eau ou est-ce que c'est un début et on s'en contente? C'est un début très prometteur. D'abord, 100 milliards, ça n'est pas une goutte d'eau. Au terme des masses financières qui circulent autour de ce globe, c'est certainement une minorité. Dans le monde sur 10 ans bien sûr, mais les comptes offshore, en tout cas, ont réduit de 25%. Depuis 10 ans, et ça c'est une dynamique importante qui s'est inversée. Ils avaient très nettement augmenté sur la première décennie des années 2000. Depuis 10 ans, le nombre de comptes a baissé de 25%, et on estime que les flux financiers vers les comptes offshore ont reculé de 600 milliards de dollars. Après avoir augmenté de plus de 1000 milliards sur la première décennie 2000. Donc il y a un inversement de tendance. Pour les particuliers, c'est très clair. On parle des particuliers d'ailleurs. On parle uniquement des particuliers. Il est aujourd'hui beaucoup plus difficile de faire de l'évitement fiscal ou de la fraude fiscale pure et simple en allant cacher son argent dans des comptes à l'étranger.
bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que, un, les places fortes, encore une fois, du secret bancaire sont tombées au fur et à mesure, et qu'aujourd'hui, encore une fois, cacher de l'argent dans un compte au Liechtenstein et en Suisse, ça c'est terminé. C'est terminé. C'est très clair. Les banques ont écrit à leurs clients il y a quelques années déjà. En fait, ce sont les Américains qui ont impulsé ce mouvement avec FATCA, c'est-à-dire qu'ils ont imposé à toutes les banques étrangères qu'elles fassent passer à l'administration fiscale américaine tous les fichiers des citoyens américains qui détenaient des comptes bancaires. Et s'ils ne le faisaient pas, hors des États-Unis, s'ils ne le faisaient pas, les États-Unis auraient fermé leur marché à ces institutions bancaires. Retirer leur licence bancaire. C'est hyper efficace. Cette législation FATCA a lancé le départ, il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans, de cette régulation sur le secret bancaire. L'Europe a suivi avec sa propre directive et l'OCDE est en train de terminer le travail au niveau mondial. J'ajouterais que c'est quand même l'exemple parfait de ce que peut faire le multilatéralisme aujourd'hui. Quand les États se mettent en coopération pour essayer de régler un problème, ça fonctionne. Si l'évasion fiscale a été ce qu'elle a été, c'est parce que la réglementation internationale n'était plus à jour. Quand les États décident de se mettre autour de la table pour poursuivre un objectif commun, eh ben on voit que ce multilatéralisme est efficace et apporte des solutions, et il le fait très rapidement. 10 ans pour complètement inverser une tendance de plusieurs décennies, c'est extrêmement rapide quand vous avez plus de 130 pays autour de la table. Donc ce qu'on retient, Raphaël, aussi, c'est que l'avancée majeure, c'est l'échange automatique d'informations entre les États. Elle est effective pour les particuliers. Elle est effective depuis l'an dernier, donc depuis 2018. Absolument. Et 100 pays la pratiquent. Donc plus de 100 pays. Donc ça veut dire qu'il reste une trentaine de... 132 pays ont signé cet accord global à l'OCDE. Absolument. Après, vous avez des pays qui l'ont signé parce qu'il y a la pression des pairs, bien évidemment. Mais qui, après, dans les faits, ne jouent pas vraiment le jeu. Après, on va rentrer maintenant dans une phase de vérification, d'assessment, comme on dit à l'OCDE, pour voir si les règles sont bien appliquées. Il y a un vrai problème au niveau des échanges d'informations sur la qualité de l'information qui est transmise. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme l'a dit Ángel Gurría hier, le problème n'est plus le manque d'informations, mais le trop-plein d'informations. Il y a aussi des problèmes de code, de qualité de l'information qu'on transmet d'une administration fiscale à l'autre, d'un pays à l'autre. Il y a encore un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. Il y a ceux qui ont fini là-dessus, mais pour ceux, c'est ceux qui sont un peu critiques, qui disent qu'il reste toujours des trous dans la raquette. Bien sûr. Que voilà, certains États ne jouent pas vraiment le jeu. Toujours. On se dit que le bilan est encourageant, mais il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore du pain sur la planche. Cette première étape de BEPS qui concerne les particuliers est une réussite et il faut le saluer. La deuxième étape, ce sont les entreprises. C'est le gros morceau, et là c'est plus compliqué. Ce sera pour les entreprises. Bien sûr, là le sujet n'est plus d'aller lever le secret bancaire, mais le sujet est d'adapter les règles globales fiscales au nouveau monde, c'est-à-dire un monde dans lequel les entreprises sont de plus en plus digitalisées, numériques. Le système fiscal tel que l'on connaît aujourd'hui est hérité des années 1930, et n'est pas du tout adapté à la révolution numérique qu'on a pu connaître ces dernières années. Et là, c'est une deuxième discussion qui est actuellement en cours au sein de l'OCDE, parce qu'encore une fois, les Américains ont donné l'impulsion. Depuis Donald Trump, Barack Obama avait bloqué cette réforme, ne voulait pas notamment que ces GAFA américains soient taxés. Donald Trump a changé la donne, une nouvelle impulsion a été donnée au sein de l'OCDE, et aujourd'hui, on parle d'une taxation spécifique sur les activités numériques, qui remplacera la fameuse taxe GAFA française dès que l'OCDE se serait mise d'accord, d'un impôt minimum mondial sur les sociétés qui serait une véritable révolution, ce qui est appliqué déjà aux États-Unis. Il faut voir le taux, faut voir le taux aussi après. Guilty, il faut voir le taux. Bruno Le Maire a proposé 12,5%, mais que dans chaque pays, le niveau de l'Irlande, le taux minimum, oui, sauf qu'en Irlande, ça c'est le taux facial de l'Irlande, mais en Irlande, vous avez des rescrits qui font que les grandes entreprises peuvent ne payer que 2% d'impôt sur les sociétés. Poser le curseur à 12,5%, c'est un chiffre plutôt ambitieux et qui surtout sortira énormément d'argent des paradis fiscaux et des entités non coopératives pour les rapatrier vers des pays à une fiscalité plus normale. Ça, c'est très important. Et le troisième sujet de discussion, c'est une nouvelle clé de répartition de l'impôt mondial entre les pays développés, qui aujourd'hui captent quasiment l'ensemble de ces recettes, puisqu'on taxe sur le lieu de production ou le lieu où créer la valeur ajoutée, donc dans les centres, dans les QG en général, pour la redistribuer vers les pays de consommation, et donc qui sont les pays émergents,
qui sont pour la plupart déjà émergés d'ailleurs, mais en redistribuer un peu plus vers la Chine ou l'Inde notamment. Voilà, donc il y a encore du pain sur la planche pour l'OCDE. En tout cas, quand la lutte fiscale, quand la lutte contre l'évasion fiscale est faite de manière coopérative et multilatérale, c'est très efficace. Ça donne 100 milliards d'euros donc de recettes fiscales en plus. Il faut le saluer. Voilà, merci beaucoup. Explication signée donc Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt.